Pour faire de Laravel, on a besoin d'avoir des bases en programmation orientée objet. La programmation orientée objet en PHP n'est pas du tout compliquée. C'est très facile. Alors, la programmation orientée objet se repose sur la notion d'objet. Sur la notion d'objet. Toute chose peut être considérée comme un objet. Une personne peut être un objet, un bic peut être un objet, un cahier peut être un objet, un ordinateur, etc. Et on ne peut pas s'intéresser à l'objet sans se détourner de classe. La notion de classe, c'est impossible. Parce que sans classe, on ne peut pas avoir un objet. De manière imagée, on peut dire qu'une classe, c'est comme un moule. Un moule que l'on utilise par exemple pour fabriquer des briques. À travers un seul moule, on peut fabriquer plusieurs briques à la fois. Et chaque brique a ses caractéristiques, on peut dire. Comme par exemple une couleur, etc. À travers un seul moule, on peut créer des briques. Donc, à travers une seule classe, on peut avoir plusieurs objets. Et sans classe, on ne peut pas avoir un objet. C'est impossible. Parce que l'objet n'est rien d'autre que l'instanciation d'une classe. Une variable de type de cette classe-là. Un autre exemple, une autre image si vous voulez, entre classe et objet, je peux dire que le plan d'une maison, le plan d'une maison peut être considéré comme une classe. Il contient les caractéristiques des futures maisons et les actions, les fonctionnalités, etc. Si je crée une maison à partir de ce plan-là, c'est comme si j'ai créé un objet d'une de cette classe. On ne peut pas avoir une maison sans plan. C'est impossible. On ne peut pas avoir une maison sans plan. Et à travers le même plan, je peux créer plusieurs maisons avec des caractéristiques différentes. C'est ça, en fait, la notion objet et classe. Et vous verrez qu'en PHP, c'est très facile de créer une classe et de créer aussi des objets. C'est très facile. Voyons un exemple de classe native de PHP. PHP déjà renferme des classes natives, comme date, datetime, etc. Alors, on va utiliser une classe native. On va créer une instance d'une classe native, c'est-à-dire un objet d'une classe native, comme par exemple la classe datetime. Pour ça, j'ai déjà lancé mon Xampp. Je vais me mettre au niveau de htdocs, vu que j'utilise Xampp. Disque local C, Xampp, après htdocs. Et là, ici, je peux créer un dossier que je vais appeler test. Voilà, qui contient un fichier PHP. Je crée ici un fichier PHP. Nouveau, document texte. Là, je peux mettre test.php. Test.php. Oui. Et je vais ouvrir ce dossier-là à travers VS Code. Ouvrir avec code. Voilà. Maintenant, je vais mettre du code dans ce fichier-là. Et je vais l'exécuter au niveau du navigateur. Là, je mets. J'espère que vous n'avez pas oublié la balise de PHP. Comme ça. Voilà. Et à l'intérieur ici, je fais quoi? Je vais créer une instance d'une classe native. Par exemple, là, je mets $date égale. Pour créer une instance, on utilise le mot-clé new. New suivi du nom de la classe. Par exemple, date, time. Comme ça. Là, le fait de mettre les parenthèses, c'est optionnel. Si on ne fournit pas de paramètres. Ce que je viens de faire là, c'est quoi en réalité? C'est la création d'une instance d'une classe. Si vous voulez, un objet d'une classe. Une classe contient des propriétés et des méthodes. Une classe contient des propriétés, si vous voulez, des caractéristiques et des méthodes, si vous voulez, des fonctions.
des tâches, des actions que peut réaliser cette classe-là. Si j'ai créé un objet d'une classe, et désormais, je peux accéder à ses propriétés et à ses méthodes. Et sans objet, je ne peux pas accéder aux propriétés ni aux méthodes d'une classe. D'où l'importance de créer toujours un objet de cette classe, une instance de cette classe. C'est très important. Maintenant, ici, la méthode qui m'intéresse, c'est la méthode format. Parce que je veux non seulement afficher la date, mais de manière formatée, à ma guise. Donc, je mets date. Pour appeler une méthode ou une propriété d'une classe, on utilise, d'un objet si vous voulez, on utilise flèche. Et on met le nom de la méthode. Par exemple, format. Je veux formater la date. Je mets D, qui veut dire day, le jour. Je mets slash M, month, slash Y, majuscule, year. Vous voyez, j'ai non seulement récupéré la date d'aujourd'hui, mais aussi je l'ai formaté. Et là, je vais ajouter ici echo pour afficher la date. Vous vous souvenez de l'instruction echo qui permet d'afficher, d'imprimer quelque chose au niveau de la page. Et pour exécuter ça, je lance ici localhost, comme ça, slash, le nom du dossier qui contient ce fichier test-là, c'est le dossier test. Vous voyez, c'est ce dossier-là qui se trouve dans htdocs. Si je crée directement le fichier test.php dans htdocs, je vais mettre ici directement localhost slash test.php. Vu que j'ai créé ce dossier-là dans test, je mets slash test après slash test.php comme ça. Et là, regardez bien, j'ai ici l'affichage de la date formatée. Si je veux afficher aussi l'heure, là, j'ajoute quoi? Je peux ajouter peut-être, je mets H qui veut dire hour, heure, et I, les minutes. J'actualise à 4h26. Donc actuellement, j'ai fait ce montage, ce tournage plutôt, cette vidéo à 3h du matin, 3h26. Il y a un décalage d'une heure. C'est génial. Donc c'est comme ça qu'on utilise une classe native. C'est comme ça qu'on instancie une classe native. Une fois instancié une classe, ça veut dire qu'une fois créé un objet d'une classe, on peut accéder à ses propriétés comme à ses méthodes. Continuons. Maintenant, comment créer nos propres classes et les instancier? Comment les instancier? Pour créer une classe en PHP, c'est très simple. On utilise le mot-clé classe. Comme ça. Ici, en PHP, la classe n'a pas besoin de portée. Après, je mets le nom de la classe. Par exemple, je veux créer une classe rectangle. Oui. Une classe rectangle. Et j'ouvre les accolades. C'est comme ça qu'on crée une classe en PHP. Certes, cette classe ne contient pas encore de propriétés ni de méthode. Cette classe ne peut rien faire. Mais quand même, cela n'empêche, je peux créer une instance de cette classe. Je peux créer un objet de cette classe. En mettant quoi? Par exemple, rect égale new rectangle. Comme ça, point virgule. J'ai créé une classe et j'ai instancié cette classe-là. Comment ajouter et accéder aux propriétés? Comment ajouter une propriété? Pour ajouter une propriété, c'est très simple. Une propriété en réalité n'est rien qu'une variable. Mais une variable dans une classe. C'est ça qu'on appelle propriété. Une variable dans une classe. Je mets par exemple public, float, $, largeur. Un rectangle a besoin de propriétés telles que la largeur et la longueur pour pouvoir, par exemple, calculer la surface, le périmètre, etc. Pour déclarer une propriété, on utilise la portée. C'est ça presque qui différencie une propriété à une variable. On met la portée. La portée peut être publique
ou bien private ou bien protected. Si la portée est publique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette variable-là, cette propriété-là est accessible partout dans le programme. Partout dans le code, partout dans le programme, partout dans l'appli. Si c'est privé, ça veut dire que cette propriété n'est accessible qu'à l'intérieur de la classe qui la contient. Si c'est protected, ça veut dire que cette propriété n'est accessible qu'à l'intérieur de la classe qui la contient, ainsi qu'aux classes filles, c'est-à-dire qu'aux classes qui hériteront de cette classe-là. Vous avez saisi? Vu que ici, j'ai utilisé la portée publique, et bien là, et attention, comme je l'ai dit, on ne peut accéder à une propriété d'une classe qu'à travers son objet. Qu'à travers un objet de cette classe. Une instance de cette classe. On peut voir plusieurs instances, on peut voir plusieurs objets d'une classe. Donc ici, pour accéder à la largeur, pour l'initialiser par exemple, je peux faire quoi? Rect, flèche, je mets largeur et je mets égal 25. Ici, j'ai mis le type pour plus de précision. J'ai mis le type float. Ça veut dire que donc cette variable, le type c'est optionnel. Mais je vous recommande de mettre le type pour plus de précision. Ici, cette variable largeur, cette propriété de largeur doit être de type float. Si j'essaie d'initialiser cette variable-là, cette propriété-là avec une chaîne de caractères, j'aurai erreur. Voilà. Donc, j'ai initialisé ici la variable. Je peux l'afficher par exemple. Je mets echo $rect largeur. Pour afficher cette propriété, j'ai encore besoin de l'objet. Donc, chaque objet ici peut avoir sa largeur. Si j'ai 10 objets, chaque objet aura sa largeur. Vous avez saisi? Voilà, regardez bien si j'actualise, j'aurai quoi? 25. Je peux enrichir en disant, par exemple, la largeur et je mets ici point. Là, je peux mettre une unité, par exemple, mètre. Voilà, j'actualise. La largeur est 25 mètres. C'est très facile. Je peux en profiter pour déclarer une autre propriété, qui est la longueur. Voilà. Comme ça. Voilà. C'est comme ça qu'on crée une propriété et qu'on y accède. Maintenant, ici, si la portée était private, j'aurais erreur. Là, il me souligne déjà en rouge. Et si j'actualise, si je force les choses, si j'actualise, j'aurai ici erreur. Cannot access private property. On ne peut pas accéder à une propriété privée. Vous avez saisi? Donc, je remets ça en public. Maintenant, comment créer et accéder aux méthodes? Une méthode en réalité, c'est une fonction. Une fonction dans une classe. C'est pourquoi on l'appelle méthode. Une fonction dans une classe qui possède une portée. C'est tout. Là, j'aurais besoin d'une méthode de calcul surface, par exemple. Calculer surface. Pour créer une méthode, c'est comme on crée une fonction en y ajoutant la portée. Et la portée précède le mot-clé fonction. Je mets public function. Et là, ici, on peut donner un type de retour à la fonction, à la méthode. Public function, par exemple, calculer surface. Donc, par convention, le nom d'une méthode doit être de verbe, doit contenir, par exemple, un verbe. Calculer, sommer, voilà, multiplier, voilà. Ici, j'ai calculé surface. Je mets 2 points et je peux mettre le type de retour de cette méthode. J'ai mis 2 points forward. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette méthode doit retourner un float, un résultat de type float. Si je mets void, ça veut dire que cette méthode ne doit rien retourner. Si je veux, je ne suis pas obligé de préciser le type de retour des méthodes. Je ne suis pas obligé. Mais plus de précision, je peux exiger le type de retour. Vous avez vu? Donc là, par exemple,
Et ce qui est valable avec les fonctions, valable aussi avec les méthodes. On a su qu'une fonction peut retourner ou non un résultat. Une fonction peut contenir un ou plusieurs paramètres ou zéro paramètre. D'accord? Ce qui est valable avec les fonctions est aussi valable avec les propriétés, avec les méthodes. Là, je peux mettre float. Donc ici, je veux que cette méthode retourne une valeur de type float, qui est la surface du rectangle. Pour calculer la surface du rectangle, on utilise la formule longueur fois largeur. Cette longueur-là et cette largeur-là. Cette longueur-là et cette largeur-là. Comment accéder à la longueur et à la largeur de l'objet courant? J'ai dit bien de l'objet courant. Parce qu'on peut voir plusieurs objets d'une classe. Pour accéder à une propriété, à une valeur d'une propriété de l'objet courant, on utilise le mot-clé is. Is fait référence à l'objet courant. Is, largeur, multiplié par is, longueur. Et là, rien ne m'empêche de créer ici une variable que je vais appeler résultat, qui contient ce que renferme ce que retourne ce calcul-là, le résultat de ce calcul, le résultat de la surface. Après, je retourne $résultat, comme ça. Et voyez ici, ce n'est plus souligné en rouge, parce que cette méthode désormais retourne un résultat de type float. Ou si je veux, je peux retourner directement ça, le résultat de ce calcul, sans passer par la création d'une variable, pour aller plus vite. Vous avez vu, c'est pareil. Donc là, ici, il y a ordre de priorité de l'exécution des opérations. Là, on calcule d'abord la surface, après on la retourne. Aussi simple que ça. Maintenant, comment exploiter cette méthode? Regardez bien, j'ai déjà créé mon objet. Je vais initialiser la longueur et la largeur. Là, ici, je mets quoi? Longueur. En longueur, peut-être, je mets 55, comme ça. Voyez. Maintenant, pour calculer la surface, je vais appeler cette méthode-là. Je mets rect. Calculer surface, comme ça. Point virgule. J'ai appelé cette méthode. Et cette méthode retourne un résultat. Eh bien, je peux créer une variable que j'appelle surface pour stocker ce que retourne cette méthode. Et après, je peux dire la surface et surface, comme ça. Là, la surface serait de mètres carrés. Voilà, comme ça. Et regardez, si j'exécute le code, s'actualise, j'aurai quoi? La surface est 1375 mètres carrés. Là, j'ai initialisé ces objets. Et là, c'est calculer la surface en évoquant la méthode qui se charge du calcul de la surface. Ici, le is largeur sera remplacé par cette valeur-là. Le is longueur sera remplacé par cette valeur-là. Le is désigne en fait l'objet courant. Ici, quel est l'objet courant? C'est $rect. Si je vais créer un autre objet, par exemple ici, là, si je crée un autre objet, je l'appelle rect1 égale new rectangle. Et bien là, dans ce cas, l'objet courant sera rect1. Si je fais $rect1 largeur égale 40, et bien, this largeur là sera remplacé par 40. Ainsi de suite, ainsi de suite. Là, je continue, je mets this longueur est 60. Vous avez vu. Et là, j'appelle, je veux calculer la surface de ce rectangle-là. Calculer surface, point virgule. Et là, directement ici, je peux appeler le écho, si je veux.
écho, comme ça. Écho, comme ça. Je mets la surface du rectangle 2, la surface du rectangle 2, et voilà. Là, si je veux, je peux ajouter ici mètre carré. Mètre carré comme ça. Là, je peux mettre un saut de ligne pair. S'actualise. Vous avez vu. Les objets sont indépendants. Par contre, ils utilisent la même classe. Ils ont accès aux mêmes propriétés et aux mêmes méthodes. Mais chacun a ses propres valeurs des propriétés de la classe. Voilà. Maintenant, comment créer des propriétés et méthodes statiques? Les propriétés et les méthodes que je viens de créer là sont en fait des propriétés et des méthodes d'objets. Parce que chaque objet a ses propres valeurs, des propriétés et des méthodes de la classe. Par contre, les propriétés et méthodes statiques sont indépendantes des objets, c'est-à-dire elles appartiennent à la classe elle-même. Donc, elles ont toujours la même valeur pour tous les objets de la classe. C'est ça la différence. Elles ont toujours la même valeur pour tous les objets de cette classe-là. C'est pourquoi on les appelle des propriétés de classe ou bien des méthodes de classe. Elles sont statiques, figées. Elles ne changent pas selon l'objet. Elles sont indépendantes des objets. Et comment les déclarer? C'est très facile. On ajoute le mot-clé statique. C'est tout. Regardez bien ici. Par exemple, qu'est-ce qui peut être statique? Qu'est-ce qui peut être indépendant des objets? Par exemple, cette unité. Cette unité-là, mètre carré. Je peux créer ici une variable appelée unité. Je peux mettre public, statique, float. Non, pas float. C'est une scène de caractères. Je mets string. Voilà. Unité. Dollar. Unité. Hop. Dollar unité, je mets égal mètre carré. Comme ça. Je mets point virgule. Pour déclarer une propriété statique, on utilise le mot-clé statique. Après la portée, ou si vous voulez, avant le type de la variable, de la propriété. C'est tout. Maintenant, comment y accéder? Vu que là, cette propriété est indépendante des objets. Je ne peux pas accéder à cette propriété à travers un objet, mais plutôt à travers la classe elle-même. Donc, qu'est-ce que je dois faire ici? Si je veux remplacer ça par cette variable, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien là, je mets point, je mets le nom de la classe, rectangle, comme ça. Après, 2 points, le nom de la variable, $unité, comme ça. Vous avez vu? Là, si je veux, je peux mettre de l'espace pour qu'il y ait de l'espace entre la valeur de la surface. Voilà ici. Et m carré. C'est toujours la même chose. Donc, pour accéder à une propriété statique, on met le nom de la classe, 2 points, double 2 points. Après, le nom de la variable. Attention, il ne faut pas oublier de mettre le dollar. On met le dollar ici. C'est pareil qu'avec les méthodes statiques. Si on va accéder à une méthode statique. Par exemple, là, je dis quoi? Je crée une méthode statique comme je mets public. Je mets public fonction public static function. Je mets quoi? Quel message? Par exemple, je mets afficher. Je mets tout simplement echo. Calculer la surface.
C'est juste un exemple. Hein. C'est un exemple. Donc, cette méthode-là renverra toujours la même chose pour toutes les méthodes, pour tous les objets. Cette méthode est indépendante des objets. Et pour y accéder, je peux faire comme ça, par exemple. Regardez bien, là, je vais insérer le PR, le saut de lit. Pour y accéder, je fais quoi? Là, par exemple, avant de calculer la surface, je peux afficher, je mets rectangle, comme ça, 2 points, 2 points, affiché. Voilà, c'est tout. Et regardez si j'actualise ici, j'ai quoi? Calculer la surface. C'est comme ça qu'on accède aux propriétés, aux méthodes statiques. Et là, en Laravel, vous allez beaucoup utiliser les méthodes statiques. Beaucoup utiliser, presque vous allez utiliser des méthodes statiques. Vous allez beaucoup utiliser des méthodes statiques. En Laravel. Quelle est l'étape suivante? Le principe d'encapsulation. C'est quoi le principe d'encapsulation? À quoi consiste le principe d'encapsulation? Eh bien, le principe d'encapsulation, c'est pour la sécurité de la classe. Ça consiste tout simplement à rendre toutes les propriétés de la classe privées. Mais la question qu'on se pose est que si toutes les propriétés de la classe sont privées, comment faire pour y accéder? Comment faire pour les modifier? Comment faire pour les lire? Et dans ce cas, on va mettre ce qu'on appelle des getters et des setters. Des accesseurs en fait. Des accesseurs en lecture et des accesseurs en modification. Les getters, c'est des accesseurs en lecture. Les setters, c'est des accesseurs en modification. On les appelle aussi des mutateurs. C'est ça qui constitue le principe d'encapsulation. C'est de rendre privées nos propriétés, de rendre inaccessibles les propriétés en dehors de la classe qui les contient et de mettre en place des getters et des setters pour y accéder. Comme ça, on va sécuriser nos propriétés. On ne va pas permettre à l'utilisateur de mettre n'importe quoi comme valeur à nos propriétés. Parce qu'on peut faire un contrôle de saisie dans la méthode, dans le setter qui correspond à cette propriété. Donc là, ici, si je veux appliquer le principe d'encapsulation, c'est très facile. Je vais rendre d'abord mes variables là private. Comme ça. Et là, je peux laisser statique. Là, je peux laisser public. Ce n'est pas méchant. Voilà. Et après, je mets des getters et setters pour chaque propriété. Pour lire une propriété, je dois mettre un getter. Pour modifier une propriété, je dois mettre un setter. Et les getters et setters sont des méthodes. Donc, si je mets public, d'habitude, sont de portée publique. Oui, les méthodes d'habitude sont de portée publique. Les propriétés sont de portée privée. Ici, je mets public, function, largeur, get largeur. Get largeur. Par convention, le nom d'un getter est préfixé par get, suivi du nom de la propriété concernée. Le nom du setter est préfixé par set, suivi du nom de la propriété concernée. Donc ici, je mets get largeur. Get largeur se contente uniquement à retourner la valeur de la largeur. Donc je mets 6. Largeur, aussi simple que ça. Maintenant, si je veux mettre en place le setter, ça veut dire que si je veux initialiser cette variable ou bien la modifier, je mets public function set largeur. Et là, je passe ici la valeur qui sera affectée à la propriété largeur. Je mets ici de la largeur. Là, si je veux préciser le type en mettant ici float. Plus de, pas false, mais float, pour plus de précision. Voilà. Et là, qu'est-ce que je fais? J'initialise cette variable, cette propriété par $largeur. Eh bien, cette $largeur-là, c'est ça, c'est cette propriété-là. C'est ce paramètre-là plutôt. Si je veux, je pourrais mettre large et là, large. Ça va de soi. Et je vais faire de même pour la longueur. Là, je mets get
longueur. Pourquoi ça me souligne? Parce qu'on ne peut pas avoir deux méthodes de même nom. Longueur. Et là, je mets longueur. Ici, je mets is longueur. Et là, longueur. Voilà, là aussi, longueur. Là, je modifie encore, je mets longueur. Voilà, c'est tout. Maintenant, ici, au lieu d'essayer d'accéder aux propriétés directement, je vais passer par les sites. Donc ici, je mets set largeur, comme ça. Et je lui passe 25 comme paramètre. J'enlève ça. Il n'y a plus d'erreur. Pour la longueur, je fais pareil. Set longueur. Hop, là c'est cette longueur. Je lui passe 55 comme paramètre. Là, je peux enlever ça. Je n'ai plus besoin de ce deuxième objet-là. Je vais enlever. Voilà. Comme ça. Et si j'actualise, j'aurai la même chose, le même résultat. La surface est 1375. Et là, c'est sécurisé. Là, c'est très sécurisé. Parce que là, si je veux, je peux faire un contrôle de saisie. En empêchant à l'utilisateur de saisir, par exemple, une largeur négative ou bien une longueur négative. Au niveau de la méthode, au niveau des setters. Là, par exemple, si je veux faire une vérification, if, non pas, ça c'était pas un setter. Je peux mettre ici if dollar longueur, if dollar longueur est négatif ou supérieur à 0 ou inférieur à 0 plutôt, parce qu'on ne peut pas avoir une longueur négative ou une longueur nulle d'un rectangle. Sinon, ça ne serait plus un rectangle. Ça serait peut-être une ligne. Et là, ici, je peux mettre le code pour générer une erreur. Le code pour générer une erreur, pour arrêter l'exécution. Et arrêter l'exécution. Vous avez saisi? Donc, tant que la longueur n'est pas positive, eh bien, on ne peut pas calculer la surface. C'est ça l'utilité des sites et getter. Je dirais, c'est ça l'utilité du principe d'encapsulation. Ça sécurise la classe. Voyons le dernier point qui est la création d'un constructeur. Comment créer un constructeur? Et là, ici, jusque-là, je n'ai pas utilisé de constructeur. J'ai initialisé mes propriétés à travers des setters. C'est très rare. En réalité, on utilise les setters pour modifier, mais pas pour initialiser. Vous avez vu? Là, pour créer un constructeur, c'est très facile. On utilise la classe construct. Pas la classe, plutôt la méthode construct. Comme ça. On utilise la méthode construct. Le constructeur, c'est une méthode particulière, dont son nom, c'est toujours construct. Underscore construct. Le constructeur permet de créer un objet, mais aussi, en même temps, d'initialiser les propriétés directement de cet objet-là. Par exemple, là, ici, je vais initialiser les propriétés comme ça. À l'intérieur, je fais quoi? Gis largeur égale dollar largeur, virgule. Je fais de même, vu que moi je suis feignant, j'aime beaucoup copier-coller. Voilà, comme ça. C'est tout. Maintenant, regardez bien ici.
la création de l'objet. Il y a une erreur. Parce qu'une fois mettre en place un constructeur, là, je suis obligé de respecter cette méthode-là, c'est-à-dire les paramètres du constructeur. Pour créer un objet de cette classe désormais rectangle, je dois fournir deux paramètres. Deux paramètres. Ici, je dois mettre quoi? 25,55. Et là, désormais, je n'ai plus besoin de ça. Et là, il n'y a plus d'erreur. Donc, si je crée un constructeur, je dois respecter la syntaxe, le prototype de ce constructeur-là. Ce constructeur a besoin de deux paramètres. Je dois fournir deux paramètres lors de la création de l'objet. Vous avez saisi? Donc là, ici, au lieu d'appeler construct underscore construct pour la création d'un objet, eh bien, on met sur le nom de la classe. On met le nom de la classe à la place. Et on doit respecter les paramètres. Et là, regardez bien si j'actualise ici. J'ai toujours la même chose. Tout ça passe bien. À travers cette ligne-là, j'ai non seulement créé une instance, un objet de la classe rectangle, mais aussi j'ai initialisé mes deux propriétés, à savoir la longueur et la largeur. Et là, il y a une version raccourcie du constructeur. C'est magique. Là, j'ai déclaré mes propriétés à part. Et j'ai les initialisées au niveau du constructeur. J'ai fait deux choses à la fois. Déclarer mes propriétés et les initialiser. Je peux réunir les deux à la fois. En faisant quoi? En déclarant les propriétés comme paramètres du constructeur. Donc ici, j'ajoute public. Comme ça. Public. Et là, ici, j'ajoute public et j'enlève les deux. Et là, dans ce cas, j'aurai plus besoin d'initialiser. Qu'est-ce que j'ai fait? Ici, en réalité, j'ai déclaré mes propriétés comme paramètres en paramètre de la méthode du constructeur. J'ai ajouté ici public. Le fait d'ajouter public, ça veut dire que ce n'est pas comme un paramètre simple, mais plutôt comme une propriété. Et en faisant ça, je n'ai même plus besoin de déclarer mes propriétés en haut et de les initialiser. Ça fait deux actions à la fois. Déclare les propriétés et les initialise. Regardez bien si j'actualise ici. C'est toujours la même chose. Donc, en Laravel, vous allez beaucoup utiliser ce genre de choses-là. C'est très facile. Donc, on déclare nos propriétés en paramètres de la méthode du constructeur. Et c'est tout. Dans ce cas, on n'aura même pas besoin de les initialiser. Pour déclarer une propriété, il ne faut pas oublier le public. Parce que c'est ça qui différencie une variable et une propriété. C'est la portée. Là, d'habitude, je mets private. C'est private. Voilà, private. Comme ça. C'est tout. Là, si j'actualise, c'est toujours le même résultat. Donc, voilà en grosso modo ce que j'avais programmé pour vous livrer en guise de base de programmation orientée objet. Si vous avez bien suivi cette vidéo et la comprendre, vous pourrez désormais attaquer le Laravel. Et dans la prochaine vidéo, on va voir les routes, les contrôleurs et les vues. On va apprendre à créer des routes, des contrôleurs et des vues, à respecter en fait le MVC, à voir les bases de Laravel. Et si vous n'êtes pas toujours abonné, veuillez vous abonner s'il vous plaît et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines publications. Merci.